Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cet entretien et être avec nous aujourd'hui. Alors, je fais une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous êtes Jean-Max Méjean, vous êtes auteur, critique de cinéma également. Vous avez collaboré à plusieurs revues de cinéma, notamment Jeune Cinéma, Cinéma d'action, Ciné Libre. Vous êtes aussi professeur de lettres et professeur documentaliste. Plus maintenant, plus. Plus maintenant, d'accord. Non, maintenant je suis à la retraite, je suis complètement critique de cinéma à plein temps, voilà. Vous avez publié plusieurs livres de biographie des cinéastes comme Woody Allen, Fellini et Pedro Almodóvar. Et vous avez aussi dirigé des ouvrages collectifs sur des cinéastes, comme par exemple Parajanov, un livre sur Bruno Dumont, ou Polanski. Et on va parler aujourd'hui de votre dernier ouvrage en date qui s'intitule Abdelatif Kechiche, un cinéma à décence. Je pense que le livre est sorti il y a 2 mois. À peu près, oui. Il est sorti fin août. D'accord. Donc, pourquoi vous vous intéressez à Abdelatif Kechiche? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre? C'était quoi déjà le premier film de Kechiche que vous avez vu, vous avez aimé? Et comment, en tant que spectateur et critique de cinéma, vous avez vécu ce désir de parler de cinéma de Kechiche? Oui, alors, votre question en contient 2, donc je commencerai pourquoi Kechiche. Alors en fait, j'ai connu et travaillé un peu, pas trop malheureusement, avec Federico Fellini, à qui j'avais consacré 2 thèses. Après c'est devenu un livre, puis d'autres livres, puis des livres que j'ai dirigés, donc j'ai une espèce de... Je ressens une espèce de... plus que de l'admiration, de l'affection pour Federico Fellini. Et donc, après avoir écrit tous ces livres sur lui, grâce à un éditeur qui s'appelle Grémez, je voulais diriger un livre sur Woody Allen, qui pour moi est un peu un de ses nombreux enfants de cinéma, bien sûr. Et puis, il m'a dit, mais pourquoi vous ne l'écrivez pas tout seul? Et c'est là que j'ai commencé à écrire toutes ces biographies, c'est pas vraiment des biographies, toutes ces études sur des cinéastes que je considère comme ses enfants. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est autant Almodóvar que Woody Allen, que Mirko Kusturica, Bruno Dumont, et effectivement il manquait, évidemment Parajanov, merci, et puis évidemment il en manque quelques autres, mais Abdelatif Kechiche, parce que pour moi Abdelatif Kechiche se situe en ligne droite avec d'autres influences bien sûr, mais surtout le néo-réalisme italien. Et notamment, puisque l'article que j'ai écrit tout seul là-dedans, c'est sur La Graine et le Mulet. Et La Graine et le Mulet, je l'ai sous-titré Les voleurs de mobylettes. Évidemment, c'est un hommage à Vittorio De Sica. Alors, les premiers films, c'est pas La Graine et le Mulet que j'ai vu en premier, comme tout le monde. J'ai vu évidemment La faute à Voltaire, et puis après L'Esquive. Et quand je les ai vus, j'ai tout de suite... remarqué qu'il y avait chez Kechiche, alors qu'il était au départ acteur, un grand style cinématographique. Et je me suis dit, c'est un grand auteur qui est en train de naître. Et évidemment, après, il y a l'apothéose de... Pour moi, c'est La Graine et le Mulet, le grand œuvre de Kechiche. Après, j'ai quelques... Les co-auteurs, non, mais j'ai quelques réticences par rapport à La vie d'Adèle. En revanche, j'aime beaucoup, j'ai pas tout vu, je n'ai vu que Mektoub My Love Canto 1, et j'attends avec impatience la suite, en espérant que les films sortiront très vite, voilà. Qui n'est pas évident quand on parlait de ça tout à l'heure. Personnellement, je pense que Intermezzo va avoir beaucoup de problèmes à sortir en salle. Ah oui, à cause de sa longueur. À cause de plusieurs raisons. Mais vous me parliez tout à l'heure d'un nouveau montage qui supprimerait plus ou moins des séquences trop crues. Alors je sais pas, j'ai pas vu, je n'ai rien vu. Par contre, j'ai lu beaucoup de choses sur ce film et
voilà, je suis dans l'attente, donc je ne peux pas en parler. On espère bien qu'il va sortir. On espère. Comment vous avez trouvé les auteurs qui vous ont collaboré pour ce livre? Alors, pour les auteurs, c'est-à-dire que j'ai l'habitude un petit peu maintenant, j'ai un peu un cercle, puisque pour le Polanski que vous avez cité, j'ai eu, je crois, 37 collaborations. Je trouve que c'est pas par paresse que je dirige des livres, entre autres j'en écris aussi tout seul de temps en temps, mais je trouve que pour des auteurs, surtout comme Kechiche, Polanski, Pasolini aussi, même quelquefois Fellini, puisqu'il est arrivé que j'ai collaboré à des livres collectifs sur lui, je trouve que c'est bien, parce que ce sont des auteurs tellement riches et tellement polysémiques que c'est bien d'avoir plusieurs avis. Alors, pour Abdelatif Kechiche, j'ai procédé, parce que là je suis en préparation d'un livre, mais on le fera que à 3, sur Maurice Pialat. Mais là, j'ai préféré pas, parce que Maurice Pialat, il a fait un tout petit peu plus de films qu'Abdelatif Kechiche, mais je pensais que c'était mieux de le circonscrire à 3 auteurs. Alors que pour Kechiche, je savais qu'il y avait des gens qui seraient intéressés. Donc, je leur ai écrit comme je fais d'habitude. Et il se trouve que, obéissant vaguement au diktat actuel, je me suis dit, mais pour Kechiche, je ne suis pas arrivé à l'avoir pour Polanski. Il me faut la parité homme-femme. Et bien, à part la préfacière qui a déjà écrit une thèse et un livre sur Kechiche, Emna Rabet, qui a accepté volontiers, toutes mes camarades critiques féminines niettent. Elles n'ont même pas expliqué pourquoi. Je n'ai même pas besoin de demander pourquoi. Je le devine, je le subodore. Voilà où nous en sommes rendus. La prochaine fois, sur Kechiche, vous pouvez me contacter. Ah ben, à l'époque, je ne vous connaissais pas, mais maintenant, si on fait un tome 2, c'est sûr que je penserai à vous. Mais alors, donc, ensuite, il est co-dirigé, puisque j'ai été assisté par Hugo Dervizoglou, qui est un jeune critique qui, à mon avis, va nous surprendre. Et du coup, par exemple, des auteurs comme Olivier Rachet, vous saviez qu'il sera intéressé? Alors, Olivier Rachet, oui, je le connais par Roland Carré. Et Roland Carré, que justement, quand j'étais allé au festival de Marrakech avec mes élèves, donc on l'avait rencontré, c'était, je pense, en 2014. On l'avait rencontré parce qu'à l'époque, il travaillait comme professeur dans une école de cinéma. Maintenant, il est à Marrakech, professeur toujours, et il participe au festival. Et Olivier Rachet, il me l'avait recommandé justement pour le livre sur Bruno Dumont. Ensuite, il a participé au Polanski, et je savais qu'il était partant. En fait, on pourrait faire des livres sur René Clair, sur, je ne sais pas moi, des grands cinéastes du passé, hein. Mais là, il y a un combat à mener avec des auteurs comme Kechiche, comme Bruno Dumont, parce qu'ils sont toujours vivants, et je souhaite pour eux qu'ils vivent longtemps et qu'ils continuent à faire des films. Et les films, c'est une façon, comme je disais, d'échanger, et en même temps de mettre en pratique à la fois un sens esthétique et des idées. Mais après, même si on n'est pas d'accord avec ces idées-là, c'est important aussi d'en discuter, d'en débattre. D'où l'intérêt des ciné-clubs d'ailleurs. Oui. Alors le livre, il y a 3 chapitres. Apprentissage des lumières, dévoilement du corps et désir et débois. Comment vous avez réparti en fait les articles dans ces 3 chapitres-là? Oui. Il y avait un ordre chronologique, il me semble. Oui. Il y a un ordre chronologique des films. Oui, il fallait à la fois tenir compte. En fait, on ne voulait pas, parce qu'on s'est beaucoup concerté, maintenant c'est très à la mode, par visioconférence. Je regrette d'ailleurs parce que je préfère quand on est au café qu'on discute, mais bon. Donc on a beaucoup discuté. On voulait éviter ce qu'on avait fait collectivement, et j'en prends la part de responsabilité, à propos de Roman Polanski. Mais il faut dire que Roman Polanski, il a une telle œuvre, le nombre incalculable de films qu'il a réalisés, donc on a fait simplement film
film par film. C'est pour ça qu'il y a 37 collaborations. Alors que pour Abdelatif Kechiche, qui a moins de films, il fallait trouver une structure. Alors la première partie, effectivement, grâce donc justement à Olivier Rachet, on a pensé à la philosophie des Lumières pour les 2 premiers films. Il se trouve que l'évolution de son cinéma, elle va justement dans le sens que l'on a découvert, mais il peut y avoir d'autres interprétations. Donc les 2 premiers films dont je parlais en commençant cet entretien, c'est-à-dire La faute à Voltaire et L'Esquive, d'après Olivier Rachet, et je suis tout à fait d'accord avec lui et Alexis Leroy, c'est une mise en pratique de l'esprit justement des Lumières qui animait jusque dans nos années sombres là que nous traversons, qui animait la République française, c'est-à-dire justement ce qui fait l'emblème de la République française, liberté, égalité, fraternité. Les analyser à la lumière justement des Lumières, et c'est ce qui a été fait. Alors ensuite, il y a eu une espèce de on pourrait dire de rupture, je ne sais pas comment on peut appeler ça, dans sa carrière, c'était l'apparition du corps. Et justement, c'est pourquoi le titre, en fait, je m'en attribue la paternité à juste titre, un cinéma des sens. Parce qu'il y a tous les 5 sens sont convoqués. Donc le dévoilement du corps, c'est à partir de la graine et le mulet. Et cette danse orientale de la fin du film, qui dure presque une demi-heure, bon, entrecoupée d'autres séquences bien sûr, mais qui est le point d'acmé du film, et quelque chose qui montre le corps d'Afzia Herzi, à la fois dans sa candeur, dans cette espèce de... Je sais pas, on revient aux 1001 nuits, on revient à la Bible, c'est comme une offrande qu'elle fait pour en fait sauver son père d'adoption. Et ensuite, alors après, désir et déboire, c'est-à-dire qu'on connaît, je ne veux pas en parler, mais tous les déboires justement qu'il a connus à partir de Vénus Noire, justement parce qu'il a tenté d'aller jusqu'au bout de l'exploitation des corps. Alors il y a le corps de la Vénus Hottentote qui a été montré, exhibé dans des foires, qui a été prostitué, qui a été meurtri. Ça, c'est un aspect. Et après, il y a le corps désirant, de Mektoub My Love, Canto Uno, puisque c'est le seul que j'ai vu pour le moment, qui a fait scandale parce que je pense que les gens n'ont pas compris quelle était la démarche de Kechiche. Ce n'est pas un voyeur, ce n'est pas non plus un exhibitionniste des corps des autres. Je pense que c'est quelqu'un, et il le montre déjà à travers La graine et le mulet, dans la scène, justement c'est pour ça, cinéma d'essence, parce que la scène du couscous, avec la première maman qui a fait ce couscous comme elle le fait tous les dimanches, ou presque, il y a... la communion, c'est un peu une sorte de communion des sens, c'est-à-dire il se régale, donc on mange avec les doigts, on parle la bouche pleine, et ça quelque chose, ça m'a rappelé un peu les repas de famille du film Amarcord de Fellini. C'est Kechiche qui revient sur son enfance. Bon, il n'était pas de Sète, il était à Nice, mais c'est les pays méditerranéens, ça pourrait être aussi sur l'autre rive, ça pourrait être en Tunisie. C'est vraiment montrer comment on patauge dans notre désir, comment on arrive à faire avec. Alors après, c'est vrai que quand on le montre au cinéma, tout de suite les gens vous taxent de nombriliste ou d'exhibitionniste. En fait, je pense que quelque part, alors je sais pas, moi je ne veux pas parler à sa place, je pense que c'est un peu une démarche esthétique et pas sociologique, esthétique et psychologique en même temps. Il veut voir jusqu'où peut aller son cinéma. Voilà. Et ça n'est un peu mordu les doigts, mais je pense qu'il va rebondir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question pour les parties que nous avions choisies. Alors, ce film est très émouvant parce qu'il a une dimension, je dirais, culturelle énorme, parce qu'il parle à toutes les civilisations. Ça fait partie des mythes fondateurs, c'est-à-dire la famille, le désir, et comment essayer de survivre ensemble. Et pour vous qui n'avez pas vu, je peux vous dire que le dernier film de Kechiche, le Intermezzo, il y a beaucoup de ressemblances, je trouve, avec La graine et le mulet. Il y a la danse
qui est étendue de toute la longueur du film. Parce que alors c'est la danse pas orientale, ça. Pas orientale, c'est en boîte de nuit. Déjà, on en voit une partie dans le canto uno. Oui. Oui. Parce qu'il y a Avzia Herzi. Oui. Oui. Mais là, à part une scène, au début, ça dure 3h45, si je ne dis pas de bêtises. Tout le film, on est dans le boîte de nuit et des gens qui dansent. Donc c'est beaucoup plus radical que... J'ai hâte de le voir parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il contient. Dans votre article sur la graine et le mulet, et vous avez dit tout à l'heure que en fait, vous comparez la démarche de Kechiche avec le néoréalisme italien. Vous analysez le rapport en fait entre le cinéma de Kechiche et le néoréalisme italien, notamment Le voleur de bicyclette et Visconti aussi, les premiers films de Visconti. Oui. Et d'autre part, il y a Piala aussi comme un héritage cinématographique pour Kechiche, notamment en ce qui concerne le travail avec le temps et le naturalisme à la française. Donc, comment vous pouvez mettre ça en rapport en fait entre ces deux sources d'inspiration? Oui, alors il y a, si on fouille un peu également, Cassavetes, hein, mais pour d'autres raisons. Alors, pour le néoréalisme, j'ai tenté d'y répondre tout à l'heure quand je parlais de La graine et le mulet. Alors, tous les films qu'il a réalisés ne sont pas dans la veine néoréaliste, à mon avis. Disons que c'est à partir de La graine et le mulet qu'on sent ce qu'on ne sentait pas dans les précédents films comme L'Esquive et surtout La faute à Voltaire, cette espèce d'humanisme et d'humanité qu'il y a dans les films néoréalistes italiens et surtout ceux de Vittorio De Sica, puisqu'on a cité donc Le voleur de bicyclette, c'est-à-dire une humanité en souffrance, une humanité qui vit de façon assez précaire, puisqu'on voit on entreaperçoit, mais on le ressent dans tout le film, la dureté de la vie. On le voit à travers les pêcheurs, on le voit à travers une des filles du principal personnage, avec les ennuis qu'elle a avec l'usine où elle travaille, comment élever la petite fille qui veut pas aller au pot, puis qui veut aller au pot. Enfin, c'est quelque chose qui est de la vie de tous les jours et qui est magnifié par le cinéma. Ça, c'était une chose que le néoréalisme, notamment évidemment avec ce chef-d'œuvre Rome, ville ouverte, a montré. C'est-à-dire avec très peu de moyens, et des acteurs qui sont quelquefois non professionnels, comme chez Kechiche, hein, on arrive à donner une sensation de la vie, mais qui est encore plus forte que la vraie vie. Alors après, vous avez parlé de Maurice Pialat. Alors Maurice Pialat, je vous ai dit tout à l'heure que je commençais à réfléchir sur son cinéma. J'ai revu tous ses films et vraiment, je trouve qu'ils n'ont pas pris une ride, ils sont vraiment très forts. Mais ça m'a permis de revenir sur ce que j'avais, comme tous les critiques, la comparaison qu'on peut faire entre Maurice Pialat et Kechiche. Alors, c'est vrai qu'il y a des points de ressemblance au niveau du naturalisme. Mais je pense que ni l'un ni l'autre ne sont vraiment naturalistes, déjà dans la mesure où j'ai beaucoup de mal à définir ce que c'est que le naturalisme. Bon, bien sûr, j'ai dans la tête Zola, j'ai dans la tête, surtout Zola, un peu peut-être Flaubert. C'est essayer de montrer, j'espère ne pas dire de bêtises, essayer de montrer ce qu'est la vraie vie à travers la littérature. En revanche, le contraire, ce sera, à mon avis, le contraire du naturalisme, ça sera Marcel Proust. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne prend que l'écume du temps, alors que dans le naturalisme, si on prend par exemple Au bonheur des dames de Zola, on est vraiment plongé à la fois dans cette époque et dans ces drames intimes. Voilà. Alors, ni Pialat ni Kechiche, à mon avis, ne sont vraiment des naturalistes parce qu'ils ont leur univers à eux. Et là où la ressemblance, je trouve, entre Pialat et Kechiche est la plus forte, c'est L'enfance nue. Parce que L'enfance nue a été tournée avec des acteurs non professionnels par Maurice Pialat, tout comme Kechiche
dans ses films à partir de La graine et le mulet. Et il y a également dans L'enfance nue la mise en avant des petites gens. Dans L'enfance nue, c'est les gens qui accueillent des enfants abandonnés de l'assistance publique pour leur donner un semblant d'éducation ou pour avoir des revenus. Et il arrive, comme Kechiche, à faire un film qui est vraiment très émouvant et très humaniste. Voilà. Alors après, moi j'ai cité aussi Cassavetes. Alors ça c'est pour d'autres raisons, c'est esthétique, c'est dans la manière de manier la caméra. C'est-à-dire une caméra qui est dans la proxémie, qui est au plus proche, alors qu'on l'a pas cet effet chez Piala, au plus proche des visages, au plus proche des mains, au plus proche d'éthique qui rendent compte de la vérité, de la véracité des personnages, qui sont à la fois des personnages et des êtres humains. C'est-à-dire qu'on arrive à un cinéma qui est à la jonction entre la vie et l'imaginaire. Olivier Rachet, dans son article, parle beaucoup de rapport entre le cinéma de Kechiche et la littérature française, notamment Marivaux, et il parle beaucoup de l'Esquive. Et je cite, il a une phrase intéressante, Kechiche est le seul cinéaste français héritier d'une tradition libertine de la littérature française du XVIIIe siècle. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Je lui laisse, disons, que la paternité de cette phrase. Oui, je suis d'accord. Tout à fait d'accord, parce que on est... Alors, après, ça dépend ce qu'on met derrière libertinage. Lui, je pense qu'il le prend au sens stricto sensu, c'est-à-dire en tant que professeur de lettres, c'est-à-dire, après, c'est vraiment dévoyé. Maintenant, le mot libertinage, les gens tout de suite vont penser au Cap d'Agde, c'est-à-dire les coucheries, en gros. Hein. Alors qu'en fait, le libertinage, à l'origine, au XVIIIe siècle, c'est pas ça du tout. C'est parce que c'est devenu dans le langage courant. Donc lui, il emploie au sens stricto sensu, c'est-à-dire le fait de la séduction, de l'érotisation des échanges humains pour parvenir à une société qui serait à la fois meilleure et qui serait à la fois plus radicale et qui n'aurait pas... Alors évidemment, c'est une utopie, ça aussi. Hein. Est-ce qu'on y est arrivé? Je ne crois pas. Mais à une société qui empêcherait les non-dits et qui jouerait justement sur la subtilité des relations, notamment hommes-femmes. Et il est écrit aussi, le cinéma de Kechiche ne cesse de questionner la pensée des Lumières et ses contradictions. Alors, je crois que la phrase est importante, les contradictions. Puisque tout à l'heure, quand j'en ai parlé, je disais que la société des Lumières, à mon avis, n'existe plus que comme souvenir collectif en France, parce que nous sommes complètement éloignés maintenant, mais complètement éloignés à cause de la politique, à cause du libéralisme. On ne parle plus que de profit, de profit. On ne parle plus que de profit et de sexe, au sexe au sens brutal du terme. Et donc, cet esprit à la fois de justice et de pensée éclairée des Lumières, moi je ne les vois plus, ni dans le cinéma qu'on fait, ni dans la télévision, ni dans les discours des politiques. Le siècle des Lumières, à mon avis, est mort. Alors, quant aux contradictions, je préférerais que ce soit Olivier Rachet qui défende son article. L'idée des Lumières, je crois, quand il a écrit cet article, il pensait, comme je ne vais pas les répéter, mais les deux premiers films de Kechiche, et c'est surtout la faute à Voltaire. Justement, si le film s'appelle comme ça, c'est pour reprendre les paroles de Gavroche. Hein. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Donc la faute à Voltaire, c'est une antiphrase en fait. Tout simplement dans le film déjà, qui n'est pas un film récent, hein, il veut montrer justement les dérives de la société française. Et il y a une réplique à un moment donné pour ce jeune Tunisien qui veut avoir des papiers pour vivre en France et qui doit demander l'asile politique. On lui conseille, on lui dit demande l'asile politique. Les Français, ils adorent ça, se sentir généreux, d'accueillir et tout. Donc c'est une critique, mais en même temps c'est pas faux, parce que si on va jusqu'au bout, je sais bien que si on va jusqu'au bout c'est difficile, parce que une société ou un gouvernement ne peut pas tenir si on donne
à tout le monde ce même espace de liberté, d'égalité et de fraternité. Je sais que c'est écrit sur le fronton des mairies, mais dans la pratique, c'est ce qu'il veut montrer dans le film, ça n'existe pas. Or, la fraternité, c'est aussi quelque chose qui vient de la chrétienté, puisque le Christ a dit qu'on était tous ses enfants, donc vous êtes tous frères. Frères, non pas au sens frères et sœurs comme dans une famille ou une fratrie, frères et sœurs au niveau de justement de l'idéal qui porte une société, qui porte un pays, qui porte une nation. Or, l'idéal, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, il a disparu. Et là, je me suis un peu perdu. Vous vouliez que je parle après du corps des femmes. Ça, je reprendrai ce qu'a dit Pasolini, qui, en son temps, puisqu'il a été assassiné en 1975, était clairvoyant. Il s'était battu, justement, en 68, pour que les gens aient plus de liberté, plus de... Justement, ce combat que tout le monde espère, mais qui, à mon avis, est un combat utopique, parce qu'on n'y arrivera jamais à la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais bon, ils se sont battus pour ça. Pasolini, on l'a traité de réactionnaire, parce qu'après avoir défendu ses étudiants, il a pris la posture complètement opposée en disant non, finalement, je ne suis pas pour la libération des mœurs. Il a fini sa vie assassiné, on sait comment, malheureusement. Mais il a renié ses films de la trilogie de la vie, le sexe flamboyant, tout ça. Et c'est pour ça qu'on peut le rapprocher un peu de Kechiche. Pasolini, déjà, dans les années 70, il a voulu aller dans la trilogie de la vie, montrer finalement que les corps étaient triomphants, que l'érotisme était magnifique. Et en fait, c'est Pasolini qui le dit, c'est pas moi. Il a dit, le capitalisme a repris cette libération sexuelle pour en faire un bien commun qui va nous transformer en esclaves, et en esclaves sexuels. Et qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? On l'a vécu dans les années 70, 80, 90 avec la publicité qui est... Pour vendre un paquet de lessive, on mettait une femme nue. Hein. Bon, maintenant, on est devenu très, 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 très hypocrite. C'est-à-dire, on fait semblant de croire qu'on a évolué, que les femmes, on va les respecter. Je n'y crois pas une seule minute. Justement, je pense que Kechiche, avec sa radicalité, justement, tente de briser cet aspect-là. Et même si ça peut sembler très sexuel, son cinéma, mais différemment. Et comme c'est différent et c'est provocateur, attire notre attention différemment à ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, Kechiche vit en 2021, 22, et c'est pour ça que je le comparais à Pasolini. Je pense qu'ils ont cette même préoccupation d'aller... Alors après, évidemment, Pasolini, après la trilogie de la vie, il a fait Salaud, que personne n'a compris et personne n'a soutenu. Que ce soit les communistes l'ont traité de fasciste, et la droite l'a traité de sadique, il a été attaqué de tous les côtés. Ce qui ne veut pas dire que j'aime ce film, attention, hein, j'ai beaucoup de mal à le lire, à le voir, pardon, mais je trouve que c'est le film de la radicalité absolue. Je ne conseillerais pas à Monsieur Kechiche, s'il m'écoute, d'aller aussi loin, non pas parce que ça me choque, mais parce que j'ai peur pour lui, parce que c'est un homme qui a beaucoup de talent, et j'ai peur que finalement, on l'empêche de s'exprimer. Bon, je ne dis pas qu'il faut qu'il se soumette au diktat actuel, mais je pense que nous sommes à une époque où, malheureusement, il est nécessaire de montrer ce qu'on pense. C'est même plus que nécessaire, c'est vital, mais qu'il n'y aura pas cette empathie qu'on avait pour Pasolini à l'époque. Pasolini, quand il a fait ses films dans les années 70, il y avait tout un courant qui portait justement la libération sexuelle, coucher les uns avec les autres, etc. Ouf, on est libre et tout et tout. C'est l'opposé de nos jours. C'est vraiment une société très, très fermée, très, très sectaire. Et je ne sais pas comment ces films, malheureusement, vont être perçus, quoi. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Intermezzo. Exactement. Très mal reçu. Je ne sais pas, je n'étais pas à Cannes, mais vous, oui, vous me l'avez dit. J'aurais aimé y être, parce que c'est difficile de se faire une opinion quand on n'a pas vu l'objet du délit, entre guillemets. Mais j'imagine sans peine ce que ça doit... À Cannes, en plus... Ça fait un grand scandale. Voilà, c'est ça.
Mais bon, Cannes, il n'est pas à son premier scandale près. Cannes, ils adorent les scandales, de toute façon. Mais là, maintenant, avant, on disait, oui, le film, il a fait scandale. Bon, on en rigolait. The Square, par exemple, il avait fait son petit scandale. Il y a quoi? Il y a 5 ans. Mais pour Kechiche, c'est pas pareil. Parce qu'il y a un acharnement contre lui. Comme il y a un acharnement contre Polanski. Oui. Et je suis sûr que de nos jours, s'il vivait toujours, bon, il serait vieux, il aurait 100 ans. Mais Pasolini ne pourrait plus faire ses films. Ça fait 3-4 ans qu'il est bloqué avec Intermezzo. Est-ce que vous avez des infos ou vous pensez qu'il va quand même passer à autre chose? Il prépare Alors j'ai des infos qui m'ont rendu optimiste, mais elles ne valent que ce qu'elles valent, parce que malheureusement je ne le connais pas personnellement. Je sais qu'il est en remontage de ces 2 Mektoub My Love, hein, Intermezzo et Canto Due. Alors je sais pas, je sais que c'est en ce moment, alors je ne sais pas si c'est Intermezzo ou Canto Due ou les 2, mais on m'a parlé aussi qu'il était avec Why Not Productions, qu'il avait le projet d'un nouveau film dont je ne sais absolument rien. Et je sais qu'il aime bien que dans ces cas-là, on l'ignore et qu'on le laisse travailler tranquille. Donc, on respecte et en tout cas, on souhaite qu'il puisse continuer et à nous donner des films magnifiques. Pour revenir au livre, alors je constate, après c'est ma pensée personnelle, vous corrigerez, mais je pense que d'une manière générale, les analyses qui sont proposées dans le livre parlent plutôt des thèmes, des contenus, des films, des thématiques sociales, etc., sont plus développées que les caractéristiques esthétiques du cinéma de Kechiche. Oui, je suis d'accord avec vous. Après, il faudrait poser la question à chaque auteur. De mon côté, parce que je peux parler là que pour ce qui me concerne, moi, de mon côté, dans mon article sur La graine et le mulet, je crois avoir abordé un peu le problème esthétique. Après les autres, c'est un parti pris, qu'est-ce qui les intéresse dans l'œuvre de Kechiche. Et puis, à notre décharge, je dirais qu'il est très très difficile de parler d'esthétique. On peut parler d'esthétique si les gens ont le film devant les yeux, et ça va nous donner, si on essaie d'aborder le problème esthétique, ça va nous donner des livres, je pense, alors là ça n'engage que moi, assez fastidieux à lire. Ça va être des thèses où on va par exemple faire une analyse de l'influence, je ne sais pas, du néoréalisme dans La graine et le mulet. Donc on va analyser des plans, notamment les plans quand les enfants, je les appelle des enfants, ont volé la mobilette du restaurateur, là, qui ne peut pas évidemment assister à la fin du repas sur le bateau. C'est traité de façon néo-réaliste, mais après il faudrait montrer les plans, parler, expliquer, décrire. Et alors je dis ça n'engage que moi, c'est assez fastidieux dans un livre qui est quand même un livre de vulgarisation, on va dire. En fait, je pense que ce livre, alors je parle aussi toujours pour moi, bien sûr, après j'ai peur que ça soit mal interprété, c'est une déclaration d'amour à Kechiche, continuez à faire du cinéma, on vous aime, enfin on aime ce que vous faites, voilà, n'ayez pas peur. Quand vous parlez de néoréalisme, on a souvent associé, et notamment depuis Bazin, le travail de Bazin, le réalisme. Il a parlé beaucoup de néoréalisme, notamment comme exemple. Le réalisme au cinéma aux profondeurs de champ et plans lents, c'est-à-dire le durée lent, des plans qui durent. Ça, c'est chez Kechiche, on y est en plein. Des plans qui durent et ce qui se passe en profondeur de champ. Et du coup, Bazin parlait de montage interdit, c'est-à-dire pas de coupe. Alors que je pense que Kechiche est un grand monteur, en fait, et le montage est très très important dans ce cinéma. Et comme par exemple, on peut parler, moi, une scène que je trouve vraiment magnifique, et c'est des scènes caractéristiques du cinéma de Kechiche,
C'est la danse dans Mektoub Canto 1. Comme il s'est passé à peu près une demi-heure, 35 minutes de film, on a fait connaissance avec les personnages et on se retrouve dans un bar et tout le monde est là. Tout le monde est là et ça commence une danse qui dure assez longtemps. Et en fait, cette scène-là, Kechiche ne propose pas du tout un plan séquence, c'est pas du tout un plan lent. Oui. Et au contraire, c'est un montage, c'est une séquence basée sur le montage. Et ça dure à peu près 5 minutes, un peu plus que 5 minutes. Et comme j'ai regardé plusieurs fois, j'ai compté les plans, c'est 40 plans. À partir du moment où cette morceau de musique commence jusqu'à ce que ça se termine et les personnes dansent. Et en fait, je pense que pourquoi ils ne proposent pas de plan séquence? Parce qu'ils vont en fait donner le portrait de groupe de tout le monde en même temps s'attarder sur chaque individu. Donc il y a beaucoup de coups, on voit chacun des personnages et les liens entre eux. Donc pour cela, il est obligé d'avoir des plans courts sur chacun et puis faire le lien. Mais oui, je pense que vous avez raison. Alors, mais même dans le cinéma néo-réaliste, alors ils avaient moins les moyens de faire, parce que le montage se faisait à la main à l'époque, hein. Je parle des films néo-réalistes historiques, hein. On a l'impression, et surtout évidemment chez Kechiche, qu'il s'agit de longs plans séquences. Donc là, vous citez cet exemple de Mektoub Canto 1, mais il y a aussi l'exemple du repas de La Graine et le Mulet. Il donne l'impression, comme les grands, comme Cassavetes, comme Piala, d'un long plan séquence, mais qui en fait c'est un faux, vrai long plan séquence. C'est-à-dire en fait, je ne suis pas technicien, mais je comprends comment c'est fait. Il doit y avoir une caméra qui prend le plan en entier, un plan large, et d'autres caméras qui prennent pour avoir plus de proxémie sur les visages, sur les mains, sur les bouches. Plusieurs caméras. Il y a plusieurs caméras. Là, je pense qu'il y a au moins 3 ou 4. Voilà. Et à partir de là, donc imaginez le travail de fou que ça représente. Il faut arriver à faire croire quand on voit le film, quand vous faites comme nous, quand on analyse, on le regarde plusieurs fois, on arrive à compter les plans. Mais quand vous êtes au cinéma, votre œil ne fait pas attention. Puis quand on va au cinéma, c'est pour voir une histoire, c'est pas pour dire « Ah ben tiens, on va compter les plans ». On compte les plans quand on le fait chez soi avec la vidéo. Donc c'est donner l'idée que nous sommes immergés dans cette histoire avec les personnages, donc plan séquence, mais en fait, c'est un travail, là vous avez compté pour 5 minutes 48 plans, dans la scène du repas, il y en a peut-être 150, 200 plans, je ne sais pas. Je ne me suis pas amusé à les compter, mais ça me donne une idée d'exercice, vous voyez. Donc l'idée, c'est d'arriver à... Alors on n'est pas comme dans le cinéma américain contemporain, là, les blockbusters, où alors il y a plan poitrine, plan machin. Ce qu'ils adorent, c'est les chants contre chants. On n'est pas là du tout chez Kechiche. On n'est pas du tout dans le chant contre chant. Hein. C'est pas un coup, vous me voyez, un coup... ce qui est la narration traditionnelle du cinéma, comme disait Truffaut à la papa, hein. Paf, 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 là pas du tout. On est dans un maelstrom, quoi. Et c'est cette idée qui est intéressante. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il a mis sa caméra, pouf, et puis voilà, qu'il la laisse tourner. En fait, c'est pas ça du tout, évidemment. Oui, c'est ça qui est intéressant, de pouvoir donner l'impression de réel avec un cinéma qui est très basé sur le montage. Tout à fait. Pour parler de transition entre Faute à Voltaire et La Graine et le Mulet, parce que pour tous les deux, c'est l'histoire d'immigrés, personnes immigrées. Est-ce qu'on peut dire que dans Faute à Voltaire, comme une personne qui est nouveau immigrée, qui vient d'arriver et qui est très optimiste, très positif quand même, alors que dans La Graine et le Mulet, c'est beaucoup plus négatif, qu'on montre qu'en fait c'est pas si facile que ça. Oui, alors
Alors, votre question est très bien, mais elle est un peu complexe à expliquer. Parce qu'en fait, donc La Faute à Voltaire est son premier film, qui ne se passe pas de nos jours, bien sûr, c'est quelque chose qui se passe dans les années 90, d'accord. Entre-temps, nous avons connu des vagues de terrorisme terribles, il ne faut pas l'oublier. Nous avons eu les épisodes des migrants et tout. Donc, la configuration sociale de la France n'est plus la même que dans les années 90. Dans les années 90, on peut comprendre qu'un Tunisien qui débarque en France, il croit encore que la France, c'est le pays de Voltaire et Rousseau, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Donc, comme vous le disiez, il y a cette espèce de positivisme, d'optimisme, on vient dans le pays de la liberté. Alors, entre les deux, il y a quand même l'Esquive, parce que l'Esquive parle aussi, il ne parle pas que d'immigration, mais il parle d'un enfant Crimeau, qui est un enfant de l'immigration, puisque même s'il est né dans cette petite ville de banlieue parisienne, il est ressenti comme un arabe par les autres, et il est présenté comme, il est tombé amoureux d'une fille de la classe, et il veut jouer dans la pièce écrite par Marivaux, non pas parce qu'il s'intéresse au théâtre, il s'y intéresse pas du tout, mais justement, pour lui, c'est une façon de séduire cette jolie fille, et en même temps de s'intégrer dans la société française par le biais du théâtre. Et La Graine et le Mulet, moi je ne vois pas de... Alors là, je crois que c'est à partir de l'Esquive que Kechiche ne fait pas de cinéma revendicatif, ne fait pas de cinéma sociologique, ce n'est pas un cinéma, comment dire, qui va essayer de trouver la faute, c'est la faute des Français, c'est la faute des musulmans, c'est la faute du terrorisme, pas du tout. La Graine et le Mulet, il parle d'une petite communauté tunisienne qui est installée à Sète et qui est, moi étant de Nîmes, je connais très bien Sète, j'adore cette ville, j'y vais souvent, qui est très très bien intégrée. Et dans le film, d'ailleurs, il y a une des filles qui est mariée avec un Français ou Portugais, je ne sais pas. On n'arrive pas à savoir, en fait, les origines des gens dans ce film. Je pense qu'il y a un Français. Il y a un Français. Il dit qu'il a appris quelques mots arabes, donc il fait rire tout le monde. Vénus Noire, mais Vénus Noire, c'est encore autre chose. Là, il dénonce l'exploitation des corps. Parce que les gens ils lisent chez Kechiche une dénonciation du racisme et tout ça. À part peut-être justement et encore que non, La Faute à Voltaire, c'est pas sa préoccupation. C'est pas quelqu'un qui va culpabiliser, qui va demander de la repentance. Non, il observe, il est un peu ethnographe des fois. Il observe comment les gens vivent. Comment c'est. Dans le cas de Slimane, dans Les Graines et le Mulet, oui. On voit une intégration échouée en fait. Pour le fils Pour le père le père, oui. N'arrive pas à... Et encore que, à part le fils qui a perdu le couscous parce qu'il est trop dragueur, les autres sont quand même très proches de lui. Il n'y a pas... Puis il y a cette fille, plus ou moins, on ne peut pas dire que c'est la fille de sa deuxième compagne, c'est pas son épouse, qui l'adore, qui ferait... Donc, ce qu'il y a, oui, on peut le voir à travers... les officiels sétois lorsqu'ils viennent et qui disent oh, mais ça n'a pas ouvert et mais monsieur on ne pourra pas faire votre prêt, mais cette attitude, ces gens qui se croient dans les petites villes de province au-dessus du lot, ils feraient la même chose pour un Français d'origine ou pour un Italien ou pour un Espagnol. Ils le font pas parce qu'il est tunisien d'origine, ils le font parce qu'ils sont bêtes, ils ont des œillères, ils sont bornés, ils ne veulent pas aider quelqu'un. Parce que Kechiche nous emploie quand même à nous montrer qu'il a une volonté de réussir incroyable, cet homme. Il vient de se faire licencier, il est âgé, il est un peu malade, il a un problème d'ailleurs, il va en mourir. Et il a le courage, avec sa fille adoptive, d'acheter ce vieux bateau et d'en faire. Mais quand même, on devrait lui décerner des prix, l'aider, lui donner de l'argent, l'encourager. C'est un truc merveilleux qu'il fait. Mais finalement, il n'arrive pas parce que... peut-être pas revendicateur sur les raisons,
Mais en tout cas, c'est un échec. Oui, mais c'est là que je trouve très intelligent le scénario, parce que qu'il a coécrit avec sa compagne d'ailleurs, Keshish, c'est parce qu'en fait, la mobilette, elle aurait pu être volée par des méchants sétois, des méchants blancs, ou en fait, ce sont des enfants de sa, comment dire, de son quartier, de ses mêmes origines sociales ou culturelles. Donc c'est là que c'est intelligent, parce que veut nous montrer que, parce que si ça avait été par exemple les flics qui lui prennent sa mobilette parce qu'elle n'avait pas d'éclairage, je sais pas quoi, on aurait dit, tandis que là, on voit que finalement, quoi qu'on fasse, la vie est un combat. C'est un combat déjà perdu d'avance. Mais Keshish, c'est là que son cinéma est puissant, humaniste et intelligent, c'est qu'il ne va pas dire « Ah ben c'est la faute à Voltaire » par exemple. Non, il ne va pas dire ça. Il nous montre, c'est presque une tragédie grecque, c'est le Fatum. Bon, évidemment, c'est vrai que les gens ne l'aident pas à faire son projet et tout, mais dans la vie, je sais pas, vous, moi, tout le monde, on est confronté à ça. Personne ne nous tend la main pour nous dire « Tiens, viens, je vais t'aider, puisque tu vois ». En fait, c'est ça, c'est une tragédie, cette graine et le mulet, voilà. Et dans Mektoub, finalement, on voit des Tunisiens complètement intégrés. Complètement, oui. Alors complètement. Mais en plus, c'est un film autobiographique, je pense, un petit peu. Enfin, il n'a pas vraiment revendiqué, mais en fait, ce jeune homme, c'est lui qui est passionné de photographie, c'est lui quand il... Alors là, il arrive à Sète, mais je pense que c'est lui à Nice ou à Sète. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a vécu à Sète. Je crois que non. Hein. On lui a présenté cette ville parce que les gens avaient fait des repérages pour la graine et le mulet. Il est tombé fou amoureux de cette ville. Et on comprend, parce que c'est une ville sur la Méditerranée avec un port. Ça peut rappeler la Goulette, ça peut rappeler certains ports de Tunisie, pardon. Dans le cinéma de Keshish, notamment en ce qui concerne Mektoub, est-ce qu'on peut dire que ce qui est rare, je trouve, dans le cinéma français, on peut faire la comparaison avec Piala, mais je trouve que c'est un cinéma, il propose en fait un rapport avec le monde matriarcal. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors que je pense que dans le cas de Piala, c'est pas du tout... Ah non, pas du tout. Alors Piala, oui, c'est cette espèce de rudesse dans les films de Piala. Les femmes sont toujours des connes, des ratées, et les hommes... comme il fait son autoportrait plus ou moins dans chaque film, les hommes mauvais caractère, méprisants... évidemment, ces Jean-Yann dans Nous ne vieillirons pas ensemble, la manière dont il traite cette fille qui au départ est amoureuse de lui. Et effectivement, chez Keshish, on peut parler de matriarcat. Dans La graine et le mulet, toujours pour revenir à ce film, c'est quand même les femmes qui tiennent la famille, la société. Alors les deux compagnes, l'ex-femme et la nouvelle, dans La graine et le mulet, elles ne peuvent pas se supporter, mais à la fin quand même, elles aident, elles entrent toutes les deux dans le même projet. L'une qui a fait le couscous, l'autre qui finalement va préparer la graine et va la porter. Pour sauver, c'est une entreprise familiale en fait. C'est fini. Une question, si vous avez d'autres choses. C'était intéressant au moins. Si vous avez une dernière chose à dire. Non, mais je vous dis merci pour votre proposition d'interview. Merci à vous. Merci beaucoup.